Bienvenue dans l'ombre de la lumière avec Tissina. Dans cet épisode, je reçois un humoriste qui nous parle des coulisses de son métier, mais aussi de transmission et d'inspiration. Je vous souhaite une belle écoute. C'est bien d'être à l'inverse. Avec qui j'ai parlé du coup il y a pas longtemps? Attends, c'était avec toi ou... Parce que la première fois que c'est quand je suis venu à Paris, quand je suis habité à Paris il y a 15 ans, le premier spectacle que j'avais vu, je me rappelle, j'étais là. Enfin, il n'y avait pas encore les banquettes en long. Là, il y avait la même chose ici, là. Ouais, exactement. Ah ouais. Et j'étais venu voir Alex Lutz, Jérôme Daran et Fred Trémège. Et je sais plus avec qui je discutais de ça et je me dis, mais putain, c'est fou. Parce que quand je les avais vus, les gars, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font encore dans ces salles-là? Et après, j'ai suivi tous les spectacles d'Aran, je les ai vus, au Splendide, à l'Olympia, Lutz pareil, Fred Trémège un peu moins, mais c'était assez fou. Et donc de me remettre là, je me dis, ah ouais, tiens, ça fait penser au... Parce que tu vois jamais la scène de ce côté, finalement. C'est... Alors, elle est petite? Ah bah pour moi, il n'y a pas de petite scène, hein, au contraire, c'est déjà... C'est génial. C'est grand. Voilà, t'as une petite intro comme ça. J'aime bien, bah oui. Non mais c'est vrai, je m'étais jamais fait la réflexion quand tu te mets là. Et puis c'est vrai qu'en soi, ça doit être tellement impressionnant pour les gens. Ah, t'as un gars qui fait... En plus, t'as un petit truc de supériorité, j'avais jamais remarqué, comme la scène est un peu plus haute. C'est vrai que peut-être tu peux pas moufter, quoi. On est mercredi, au point virgule avec toi. On est jeudi. Bah voilà. Moi, j'étais encore keblo dans ma semaine... C'est pas grave. Avec le petit. De quoi va-t-on parler? Bah, l'envers du décor. Oh oui. De l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière, exactement. Et bah là, derrière, je fais les 100 pas, je bois de l'eau, voilà. Et à un moment donné, on me dit, c'est bon, les gens sont rentrés. Fais pas trop long, s'il te plaît. J'ai un peu plus de mal là, à tenir mon temps. Alors je te que ton cache pas. spectacle dure En tournée, il dure 1h45, il faut que je fasse 1 heure ici. Oh. Donc c'est vrai que là, ça déborde un peu, mais ça déborde de trop de minutes. Mais voilà, j'ai promis que je ferai un effort. Oh, et ok. Ils m'ont pas fait jouer cette semaine, donc... Alors, comment ça va? Bah écoute, ça va, comme je te disais, tu vois, c'est une semaine où j'ai pas joué au point virgule. Et donc du coup, j'ai profité de mon fils le mardi soir et le mercredi soir, comme j'en profite pas souvent. J'ai eu le temps d'aller le chercher à l'école, on a pris le temps de faire le bain, de dîner. Là où les autres soirs où je joue, c'est un peu plus la course, Ouais. je te cache pas. Et même le mercredi, on a souvent un de ses copains qui vient faire le goûter. Et là, ils ont fait le bain, on a pris le temps. Et c'est drôle, il est parti je lui dis à l'heure où j'aurais peut-être dû monter sur scène ou j'aurais dû être au théâtre déjà depuis 1 heure. Donc je lui dis, t'es fou, t'as vu, on a pu jouer encore plus longtemps avec ton copain. Non, c'est trop bien. Est-ce que tu peux te présenter? Oh, terrible, j'ai l'impression d'être en... État civil, s'il vous plaît. Ouais. C'était quoi dans les... C'était dans les... Je crois que dans les entretiens d'école de commerce où tu sais, où il faut te dire présentez-vous, 3 qualités, 3 défauts. Oh là là, laissez-moi tranquille. Je m'appelle Jérémy Charbonnel. Je suis un papa actuellement célibataire. Je ne comprends pas toujours pourquoi. J'ai un petit garçon de 6 ans. Je fais du stand-up. Je suis sur scène au point virgule avec un spectacle qui s'appelle Seul Tout et en tournée partout en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, à Amsterdam, aux Pays-Bas, bien sûr. Je vais en Espagne. Aux États-Unis? Aux États-Unis, je vais à Montréal, à Londres, bref. Tout ça, alors je préfère le dire, je joue mon spectacle en français. Je suis une quiche en anglais. Donc c'est que pour la communauté. You do not speak English. Ah no, sorry. Oh. But if you want, I can have a very good accent. But my English, my words is very bad. Là, on pourrait se dire, ouais, il parle trop bien. Pas du tout. Là, j'ai fait une story hier parce que mon fils était déguisé en Spider-Man à la maison. Et dans la story, parce que parfois j'aime bien parler anglais, mais sauf que l'anglais me suit pas. Et il me regarde en tenue de Spider-Man et je fais ah, I'm scary! Alors que c'est pas du tout j'ai peur, c'est je fais peur ou je suis peur. I'm scary. Quelle est ta définition de ton métier? Quelle est quoi? Ta définition de ton métier. Quelle est la définition de mon métier pour le stand-up? Qu'est-ce que c'est? Faire rire les gens? Peu réducteur. Non, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est en fait de prendre des choses de mon quotidien, en tout cas des choses qui m'ont activé émotionnellement dans mon quotidien, et de pouvoir trouver un petit décalage, un petit angle pour et essayer de venir amener un éclairage avec mon raisonnement, avec mon point de vue sur ce qui m'est arrivé. Et c'est ça qui m'éclate le plus. Et je vois bien à quel point l'humour en soi a évolué, parce que je suis plutôt jeune dans ce milieu et personne ne me connaît toujours. Mais
quand j'ai démarré, c'est vrai que le stand-up n'existait pas trop. On était vraiment dans le one man. Et quand tu remontes, en fait, c'est fou. Tu peux remonter dans les années 50-60, les chansonniers. Après, tu as eu vraiment les sketchs avec un quatrième mur, Muriel Robin, Pierre Palmade, tu vois, où ça parlait de thématiques qui étaient très contemporaines, mais avec toujours ce quatrième mur. Il n'y avait pas d'adresse publique. Ouais. Et puis après, tu as eu, je trouve, Foresti, Gad, qui sont venus casser ce quatrième mur, qui sont venus un peu parler aux gens, mais en disant, je sais pas si vous avez remarqué, en fait, en incluant les gens de la salle dans leur récit. Et après, tu as eu le stand-up, puis après, tu as eu le one-man avec vraiment les sketchs personnages, voilà. Et puis le stand-up, tu vois, avec Blanche, Panayotis, Fari, où voilà, ils sont venus raconter des choses très personnelles qui deviennent universelles du fait que les gens ont vécu la même chose. Et je trouve ça assez incroyable. Et ça, dans mon développement, en tout cas dans mon évolution aussi en tant qu'homme à côté de la scène, ça m'intéresse vachement de venir raconter mes problématiques, avec y amener, si je peux, une certaine forme de sensibilité sur scène et aussi dans mes vidéos. Et je trouve qu'il y a un truc qui s'aligne assez chouette. Et comment, c'est quoi ton procédé d'écriture? Comment t'as écrit ton alors il y a spectacle, le spectacle ou même les vidéos. Alors le spectacle, je l'avais écrit avec 2 potes parce que j'étais en pleine séparation, pleine dépression aussi, je pense. Ils m'ont, on va dire, il y avait plein de choses à raconter, enfin utiliser cette matière-là. C'est vrai que d'arriver à trouver souvent un décalage, un angle avec des choses un peu tristes au moment même où tu le vis, c'est pas évident. Et du coup, ça a été un peu laborieux, mais plus je le joue, si tu veux, et plus j'ai la bonne distance avec. Au début, c'était un peu rude. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'écris le plus, c'est notamment mes vidéos. Et là, pour le coup, c'est vrai que je me rends compte à quel point dès qu'il y a quelque chose qui m'active émotionnellement, que ce soit ce que je peux observer à travers mes potes en couple, avec mon fils, avec des choses qui m'arrivent dans mon quotidien, je sais pas, il y a un truc qui s'allume en se disant, il y a peut-être un truc à faire. Et après de trouver l'angle, et ça va relativement vite, et c'est ça qui est assez génial dans les vidéos Insta, c'est que toutes les vidéos, je peux te dire exactement l'anecdote où c'était, et elles sont souvent assez proches dans le temps. C'est-à-dire là, tu vois, typiquement, je pense alors avoir la prochaine idée de vidéo, parce que j'ai fait un apéro mardi justement, comme j'étais pas au théâtre, chez des parents de copains de mon fils. Mais j'en ai pas encore parlé parce qu'on se connaît pas encore assez bien. Et je voudrais juste leur dire, peut-être je vais prendre un petit truc de ce que vous m'avez raconté. Oh. Parce que ça dit long. En fait, leur fils s'est coupé. Et en fait, c'était hyper intéressant d'observer la réaction. Enfin, pas à ce moment-là, pas à l'apéro, mais avant, parce que je suis arrivé, il avait un gros pansement sur le doigt. Et de voir vraiment la réaction, parce que je vois mes potes, en fait, de l'homme et de la femme en fonction de la gravité ou non de la blessure, et juste à quel point tu es prêt à t'embarquer dans des soins ou te dire ah non, ça va passer. C'est hyper intéressant, et je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de cogiter là-dessus, mais faut juste que je les appelle pour leur dire peut-être je vais faire une petite vidéo. Autant mes potes maintenant ils sont cool, autant les gens je connais un peu moins. Il faut les prévenir quand même. Je me suis rendu compte que c'est pas mal de prévenir. Mais du coup, à partir de là, donc ta petite idée qui germe, est-ce que tu l'écris un peu ou tu y vas en one shot? Ça dépend des fois. Il y a combien de vidéos à peu près qui sont faites avant que tu publies la bonne? Et souvent je prends les 1 ou 2 premières. En fait, je me suis rendu compte que ça ne servait strictement à rien parce qu'en fait, si tu veux, sur les 2 premières, tu as une vraie spontanéité. Et après, tu te regardes, tu dis ah mince, j'ai raté ce mot-là. Ah mince, il faudrait juste que je refasse cette phrase-là ou que je fasse ce truc-là. Ouais. Et en fait, quand je le refais, je trouve que c'est relativement plat. Alors, tout est pas parfait. C'est ce que je travaille avec mon prépa mental, d'essayer de lâcher prise et de accepter les erreurs. Et du coup, je prends quasiment tout le temps les 2 premières prises. Donc j'arrête de m'embarquer, et souvent c'est le temps qui me fait m'arrêter, mais parfois c'est tant est que j'ai un peu de temps, je me dis allez, j'en refais, et puis je me regarde, je me dis ah, laisse tomber. Donc c'est vrai que c'est très spontané. Je mets ce qu'on appelle des guidelines, tu vois, un peu là où je veux aller. Okay. Parfois la chute, je la trouve souvent sur le moment. En fait, c'est souvent comme un truc je sais pas, j'allais dire, je fais ce mouvement-là de serpent, mais comme une descente j'ai pas le mot, en kayak, j'en sais rien, tu vois, tu sais pas où ça va t'emmener, l'intonation que tu vas avoir, ou tu vas trouver une idée, ou un mot va te faire rebondir à quelque chose qui t'a fait penser à autre chose. Enfin, c'est très particulier, mais en tout cas, c'est très brut, et
Et je me rends compte que ça ne sert à rien d'en faire 850 parce qu'après je lis c'est comme si je lissais ce que je racontais pour que ce soit bien propre parce que voilà, trop Ouais, mais propre. c'est pas le but. Et j'essaye d'être un peu moins propre. Mais tu les montes quand même? Je les monte, Oui. c'est-à-dire? Bah, les vidéos, est-ce qu'elles sont montées ou c'est vraiment juste tout Alors, en une fois? Parce que des fois, je vois un peu des coupures. parfois il y a des coupes, mais en fait les coupes c'est souvent pour enlever des ou des. Ok. Je monte très rarement 2 vidéos ensemble. Je garde souvent une parce que déjà je suis très flemmard et que j'ai souvent pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que dans mon processus, je me dis tiens, faut que je fasse une vidéo. Je sais pas, souvent je m'aime bien le dimanche matin ou un jeudi soir, mais le dimanche matin souvent, je suis en tournée la veille, donc je la tourne vraiment à 9h. Je la monte et j'ai envie de la poster, tu vois, avant le déj pour que les gens quand ils se réveillent ils ont ça quoi. Et du coup, non, je monte pas 2 vidéos ensemble, mais quand j'en prends une, quand je fais les sous-titres, en fait, je vois les longueurs et j'essaye de cutter pour raccourcir au maximum, histoire que ça ait un tout petit peu plus de rythme, quoi. Parce que je m'arrête de vouloir mettre trop de rythme, sinon à un moment donné, on n'entend plus. Vaut mieux laisser des pauses. Et toi, tu coupes à l'intérieur que. Ouais. Alors, tiens, et en fait, ça fait un mieux, gars c'est surexcité. Du coup, tu t'autorises tous les sujets? Moi, tous les sujets qui me parlent, tu vois, regarde, j'ai parlé là de la mauvaise foi masculine, j'ai parlé un peu d'éducation, j'essaye de parler de violence éducative ordinaire à travers des angles un peu différents. En fait, c'est des choses qui me touchent, que je commence à comprendre. J'ai assez de recul pour essayer de marrer. Après, moi, je prêche aucune vérité, je viens juste observer et essayer de mettre en lumière certaines choses. Après, voilà, sous le ton de l'humour, les gens peuvent se les approprier ou non. Tu publies combien de vidéos par semaine? J'essaye une déjà. Ok. Enfin, une de vidéos moi, et puis après, j'essaie de mettre un peu des vidéos d'impro aussi. Avant, j'étais à 2, mais la vie fait que une, c'est déjà bien. Hein. Oui. Donc, t'es aussi acteur, comédien? On peut dire ça. Un petit peu. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, mais j'ai un petit CV très petit, une petite ligne, mais qui est sympa. Pas mal. Moi, j'ai déjà été. J'étais surprise de te voir dans un moment furtif dans Bref 2. Bref 2, mais bien. Où je me suis dit, what? Un de mes plus beaux rôles récents. C'est mon dernier rôle d'ailleurs, récent. Bref 2. Mais tu passes quand même beaucoup de casting. Je passe pas du tout de casting. Non? Non, j'en passe très peu. Personne ne me connaît. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, mais c'est vrai, j'en passe pas du tout. J'aimerais beaucoup, hein, c'est vraiment un truc qui m'intéresserait. Après, je suis peut-être pas encore identifié. J'ai eu la chance, mais quand j'étais très jeune, donc j'avais 15 ans quand je suis arrivé sur Paris, j'ai joué dans Clo-Clo, qui était le biopic sur Claude François. Ouais. Après, j'ai passé d'autres castings, mais je pense que j'étais pas prêt en tant qu'acteur à ce moment-là. Je pense que ce que je faisais sur scène me déformait un peu trop pour la caméra. Et puis après, j'ai eu la chance de tourner dans plusieurs téléfilms pour France Télé avec un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Denis Malval. C'était des adaptations de romans de Georges Simenon. Et ensuite, après, malheureusement, mon spectacle et ma tournée me prennent beaucoup de temps et je pense que ça peut aussi refroidir. Je pense que c'est pour ça que mon agent filtre des demandes parce que dans ces métiers-là, il faut être relativement très dispo. C'est-à-dire que je ne suis pas encore j'allais dire le main role, je parle en anglais comme si le mec était américain, le rôle principal, et donc du coup c'est à moi de m'adapter aux agendas, et c'est vrai que mon agenda il est tellement déjà chargé entre la tournée et le petit, il y a des choses que je peux bouger, mais quand un dire de prod voit le truc, il se dit ah non mais moi il faut qu'il soit dispo 2 mois et je lui dis c'est telle date, il peut pas me dire bah non mais là en fait je suis là j'ai ça, donc je sais que ça peut coincer, et ça va être les objectifs de l'année prochaine, de tourner moins, mieux, pour me laisser du temps, sans savoir que ça peut amener à des trucs, mais je sais qu'au mois de novembre j'ai loupé un tournage pour ça. J'ai le même réalisateur c'est son producteur qui m'a appelé, qui me dit bon, on n'a pas pensé à toi tout de suite, mais on a un désistement sur un rôle, un petit souci d'agenda, est-ce que tu serais dispo cette semaine-là? Il y avait 6 jours de tournage, dont 5 la semaine où j'ai pas mon fils et je suis en tournée du mardi au samedi, sur ces 5 dates, j'ai 4 villes différentes. Je lui dis, je peux pas. Non. Injouable de décaler tout ça, je suis désolé. Voilà. Et ça aurait été la semaine où j'ai Roméo, mon fils, beaucoup plus facile, tu vois, parce qu'à la limite, je trouve des solutions et je sais que je suis à Paris. Mais là, non. Voilà. C'est que ça devait pas se faire. C'est ce que me dit souvent mon prep mental et ma psy. Si ça doit se faire, ça se fera. Excuse-moi, un prep mental? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Un préparateur mental? Oui. Et c'est... Alors, on en parle beaucoup pour les sportifs, mais c'est quelqu'un qui m'aide
à m'enlever toutes mes croyances limitantes, mes barrières bloquantes, être vraiment dans un truc plutôt dans l'action, si tu veux, de mon métier. La psy, on va être beaucoup sur nos schémas, nos transmissions, nos liens d'attachement, D'accord. comment on est avec les autres. Et le prep mental, ça va être beaucoup plus, voilà, il m'a vachement aidé à m'autoriser à créer du contenu, à m'enlever voilà toutes mes croyances limitantes. Avant, je me trouvais pas voilà, je trouvais que j'étais pas un très bon auteur, pas un très bon comédien. Je faisais mon métier moyennement. Bon, ça marchetait et on a capitalisé là-dessus. Et puis on s'est autorisé à justement oser. Oser déplaire, oser prendre des risques, pas avoir peur de l'échec, pas avoir peur du regard de l'autre. Et voilà, ça aide énormément. Et du coup, j'ai vu qu'avant, tu faisais aussi des conférences d'entreprise. Alors, je fais des trucs parfois en Tu fais entreprise. encore son concours d'habilité? C'est en fonction des dispos et des demandes, mais en fait, quand j'ai démarré, je faisais beaucoup d'impro en entreprise. Avec ma ligue d'impro, la LIFI, on faisait ce qu'on appelle des restitutions de débat. Donc, en gros, tu viens pour une plénière. D'une entreprise qui fait, je sais pas, ses rapports annuels ou ses objectifs l'année d'après. Et nous, on est là, on prend des notes. Et à la fin de cette grande plénière, nous, on vient faire une restitution de débat, c'est-à-dire on vient voir avec un angle un peu ce qu'on a compris, les mots, les trucs. Et donc, il y a toujours un message dans ces plénières. Et nous, en fait, on vient raconter ce message, mais avec un décalage qui fait que les gens dans l'auditoire retiennent encore plus vite le message. Et je me suis rendu compte que l'humour est le meilleur moyen pour faire passer des messages. Et je me suis dit, parce que je me suis relativement fortement ennuyé en regardant ces plénières, je me dis c'est quand même fou qu'ils n'aient pas pensé à mettre une forme différente. Tu gardes le fond, mais tu changes la forme. Et j'ai développé des late shows un peu sur mesure, en tout cas comme les late shows américains pour les entreprises. Et ça m'éclate parce qu'artistiquement, il y a un vrai truc où l'idée, c'est tu gardes le fond, mais mon bureau, du présentateur, deux fauteuils, un groupe, et on fait des séquences toutes les 5-7 minutes, un peu construit comme une émission de télé. Et l'idée, c'est de venir parler de ce dont ils ont envie de parler. On a beaucoup de phases d'écriture pour resserrer, parce que souvent c'est long. Quels sont les messages qu'ils veulent faire passer, les trucs, mais avec parfois une petite interview décalée, un quiz, un speech, un petit truc d'impro, et tout ça hyper rythmé. Et je peux te dire, celles que j'ai faites, ça a mis sur le cul le public déjà, parce que d'un coup, t'as une forme différente. L'heure et demie, on la voit pas passer, c'est-à-dire que les gens disent ah mais c'est déjà fini. L'humour amène et les rebonds amènent forcément beaucoup plus de compréhension et les messages passent beaucoup mieux. Et c'est vrai que ça m'éclate pas mal. Donc t'en fais encore, tu t'en en faire d'autres? C'est toujours pareil, c'est si j'ai du temps, si ça colle avec les agendas, voilà. Et puis parfois maintenant, un peu plus, là, je viens faire un peu plus des conférences en entreprise. C'est-à-dire là autant, tu vois, j'amène une patte artistique et de plus en plus, via les thématiques que j'aborde sur mes réseaux, que ce soit la charge mentale, la psy, la parentalité et tout ça, il y a des boîtes qui me demandent de venir, voilà, faire une petite conf sur ce que j'ai pu, en fait, raconter un peu mon expérience pour que ça fasse un éclairage en entreprise avec une question-réponse. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ce qu'on vit finalement au quotidien, il y a beaucoup d'échos en entreprise et je crois que je sais pas si c'est une des dernières vidéos, ça m'est venu comme ça où, tu sais, je parlais de... c'est vrai, c'est la dernière sur... quand on dit à ton enfant que c'est un petit dictateur. Tu sais, il y a un truc très hiérarchique dans l'éducation. Depuis notre génération, en tout cas, il y avait nos parents, c'était je commande, tu obéis. Oui. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai fait ce parallèle-là, tu vois, en faisant la vidéo, dans les trucs en entreprise. Je me dis, mais attends, mais c'est fou. J'ai plein de potes en ce moment, dans des grosses boîtes, ils en peuvent plus, ils sont essorés. S'il y a une pression du N+1, du N+2, du chiffre, comme ça se tend en plus au niveau mondial, il y a un truc où ils ont peur de pas avoir assez, alors qu'ils en ont beaucoup. Hein. Et en fait, ce qui en cascade de là-haut resserre, et tu te rends compte que ils ont même plus de plaisir, c'est une folie, ils tiennent on ne sait pas comment, et puis après tu as des enjeux financiers, c'est-à-dire que eux ils ont des enjeux financiers là-haut d'avoir, je sais pas, 20-30% de plus-value, j'en sais rien, mais quand tu descends, chacun a son petit crédit, doit payer la baraque, 3 enfants, faut faire les activités, tout ça, donc tu te dis tu peux pas te barrer comme ça du jour au lendemain, et tout est hiérarchique, et en fait tu te rends compte que tu reproduis indirectement une forme d'éducation que tu as reçue. Et ce truc, il y avait un super bouquin, je sais plus comment il s'appelle, un peu sur comment l'évolution de notre organisation. Alors je vais te le dire, mais c'est mal dit. À très longtemps,
c'était le truc un peu clérical où il y avait des castes. En gros, il y avait les moines et tout ça, enfin voilà, puis les autres qui suivent. Il y avait un truc assez, il y avait quand même une dualité, mais il y avait toujours j'obéis, je commande, tu obéis. Il y avait un truc comme ça. Après, il y a eu ce truc pyramidal, tu vois, de l'entreprise, N+1, N+2, avec des branches, tac, 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 tac. Mais on est toujours sur un truc du haut vers le bas. Ouais. Et dans les nouvelles manières de manager, c'est ce qu'on appelle un peu horizontal, en atome. En gros, c'est t'as un spécialiste d'un domaine et lui, il va venir, on va dire, coopter ou parler à d'autres spécialistes d'autres domaines. C'est-à-dire que c'est comme tu vois, un atome, c'est un rond avec plein de petits trucs. Bah voilà, en fait, ça marche plus comme ça qu'un truc de une personne, parce qu'ils expliquaient que la personne qui dirige, après, ça descend. Donc, tu vois, le système de validation. Quand là, il y a une demande, il faut que ça remonte, tu vois, jusqu'en haut de la pyramide. Et donc, tout ce temps-là est long, perd du temps, alors que l'expert, il demande une question, il y a une réponse tout de suite. Et ce truc-là, eh ben, je le retrouve moi dans l'éducation avec mon fils, tu vois. C'est ce que je disais, moi j'aime lui parler à son auteur. Parfois il me dit, ah bah papa, viens, on fait un gâteau. Bah ouais, c'est pas un ordre ou allez, viens, on va faire du vélo. Je le considère pas comme un ordre, c'est une envie, une pulsion. Si le vélo c'est à 22h qu'il faut aller se coucher, forcément tu mets un cap. Tu vas dire, bah le vélo oui, mais viens, on fait ça demain. Et en te disant ça, je pense à l'impro. Et je souhaite à tout le monde de faire de l'impro un jour en France, dans le monde. Et on devrait amener l'impro beaucoup plus à l'école. L'impro, c'est quoi? C'est quand tu crées une impro, t'as pas le droit de dire non. C'est toujours oui et ou oui mais. Sinon, tu coupes l'impro. Genre, j'arrive, je dis ah bonjour, je suis le plombier qui vient réparer. Bah non, j'avais pas demandé un plombier. Hein. Bon bah terminé. Ça répare, ouais. Et bah quelque part, si on réfléchit à ça, c'est-à-dire là, c'est accepter ma proposition. Donc si mon fils vient me demander quelque chose, j'accepte sa proposition. Est-ce que je peux la faire tout de suite ou est-ce que je dois la mettre plus lointaine? Mais en réfléchissant comme ça, tu vas d'arrêter de dire non, parce qu'en fait, tout le monde dit non. Et tu regardes, en ce moment, c'est non partout. Non, je voudrais faire cette voie. Non, 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 non. On peut pas avancer, en fait. Et s'il y avait ça, tu vois, dans les écoles, déjà, ça changerait un peu, je pense, le mindset. L'impro, c'est jouer ensemble, que tu sois grand, petit, gros, maigre, de toute origine, tout le monde joue ensemble. Et c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Et tu es obligé d'accepter la proposition de ton partenaire, donc il peut pas y avoir de conflit puisque tu es dans le oui. Et rien que ça, déjà, on pourrait regarder à l'échelle de notre société ou des rencontres qu'on fait, le nombre de personnes, quand tu leur proposes quelque chose, dire ah ouais, mais non, mais là, bah déjà, c'est perdu. C'est toujours, mais non, mais... Ah, mais non, mais... Et ben voilà, terminé, merci, bonsoir, on pourra pas avancer. Et je kifferais, je sais que Jamel à un moment donné voulait amener plus l'impro à l'école et ce serait fou parce que je pense que ça aiderait énormément les gens et la mentalité en tout cas de la jeune génération. Fin d'histoire. Allez, waouh, il faut que je me remette de... J'ai vu aussi que tu avais réalisé un court-métrage. Alors je l'ai pas réalisé. Enfin non, t'as écrit, je l'ai écrit, produit et joué. Ouais. Et joué, t'as pas réalisé, c'est vrai. Ouais. Donc ma question c'est, est-ce que tu veux en réaliser un? Alors c'est une bonne question. Je sais pas si j'ai là pour le coup, je suis pas sûr d'avoir assez de compétences pour réaliser, mais je serais heureux de refaire ça en tout cas. Ouais. Si j'ai un peu de temps, je pense que c'est vraiment un truc que j'aimerais faire, réécrire un court-métrage, avec les thématiques plus qui me parlent aujourd'hui. Transmission, parentalité, psy, un truc un peu drôle, mais aussi sensible et touchant. Et mais réaliser, je pense pas assez de films. J'ai pas du tout une culture de la technique, tu vois. J'ai pas assez tourné pour te dire, ah là, on va mettre une focale de 12, une focale de 14. Je suis perdu. Mais par contre, m'entourer de gens avec lesquels je pourrais le faire, ouais, carrément. Ça m'intéresse à fond. Du coup, en projet 2027, c'est de tourner un peu plus? Ça, ce serait chambé. Et pour ça, il faut que je dégage du temps. Donc voilà, tout ça se met en place. C'est le colibri. On fait les petites paroles. On essaye en tout cas, on essaye d'aller de tendre vers, quoi. Mais ça va avec ton spectacle. Je veux dire, ça t'épanouit quand même assez. Ah, j'adore, ouais. Ah non, mais on en parlait avec mon prep mental. Il me dit, là, c'est vrai que j'aurais jamais imaginé en être là aujourd'hui. Le point virgule me connaît depuis. Je suis arrivé là en 2016, j'étais un bébé. Et si tu veux, ici, c'est une salle un peu mythique et particulière. C'est que ici, soit tu t'arrives là et tu restes là. Soit, à un moment donné, tu arrives à casser ton plafond de verre et à partir de cette salle. Mais pour remplir 100 places 2-3 fois par semaine, il faut y aller, tu vois. Ouais. Et tant que tu remplis pas 2 soirs ou 3 soirs par semaine, c'est difficile d'aller te projeter dans une salle plus grande. Et c'est vrai que j'aurais jamais imaginé ça. La rentrée, je vais changer de salle justement pour aller dans une salle plus grande. Les salles en province se remplissent, j'augmente mes jauges.
c'est super. Et mon prépa mental, il me disait, bah, ok. Et c'est quoi le sens de tout ça? Attends, je comprends pas tes questions. Il me dit, c'est quoi le sens de tout ça? Euh, je sais pas, on a fait des vidéos, ça marche. Et il me dit, retrouve le sens de tout ça parce qu'à un moment donné, tu vas t'épuiser de la même manière. Et je me dis, putain, il me dit, ce pourquoi t'aimes ça, c'est parce que t'explores. T'as exploré les vidéos, tant mieux, ça fonctionne, ça en devient un rythme et tout ça, un rituel, mais à un moment donné, ça va t'épuiser. C'est quoi le sens? Et notre sens ultime, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, mais je prends toujours autant de plaisir, mais je pense que pour continuer à avoir du plaisir, il va falloir aller explorer d'autres choses. Donc ces projets-là sont arrivés inconsciemment en me disant, mais ouais, il faut que je me dégage du temps. Pour me dégager du temps, il faut que je m'entoure d'une équipe parce que je peux pas tout faire tout seul. Ouais. Moi, je me produis tout seul, je me diffusais tout seul. Donc, je m'entoure pour pouvoir me libérer du temps. Je vais essayer de tourner moins pour pouvoir faire d'autres projets à côté. En tout cas, me laisser l'opportunité de le faire. Ça veut pas dire que je vais y arriver. Oui. Et pouvoir, moi, créer aussi d'autres choses. Ça va être... voilà, c'est chouette. Parce que, encore une fois, c'est comme une perpétuelle évolution. Et souvent, les gens me disent, c'est quoi un peu ta journée type ou tes routines? En fait, il n'y a pas de routine. Oh non. Et dès que tu commences à être dans une routine ou dans un truc un peu trop confortable, c'est pas bon signe. Et donc, voilà, maintenant de me dire, allez, va essayer d'explorer autre chose. Oui, donc l'idée, c'est vraiment de se challenger et que... Toujours en prenant du plaisir. Faut jamais que ce soit un truc, tu vois, forcé, volontaire, et que ça vienne me bouffer. Si ça ne me plaît pas, c'est pas là où il faut que j'aille, tu vois. Mais par contre, il y a des choses qui m'exciteraient d'aller explorer. Retourner, revenir sur un plateau de ciné ou quoi, rejouer avec des gens. Oui. Parce qu'on a souvent cette image, les stand-uppers, de jouer tout seul. Mais je pense qu'indirectement, on développe une écoute peut-être différente, mais j'aimerais bien voir aujourd'hui, avec le travail aussi que j'ai fait sur moi, comment je peux faire écho à un partenaire qui va me donner une réplique, comment ça va m'impacter moi. Je le dis souvent, j'ai démarré ce métier, je pense que j'étais le plus nul. Enfin, moi je dis que je ne sais pas écouter, exprimer mes émotions. Et c'est vrai que je suis parti de ce postulat quand j'étais en cours de théâtre. C'est pour ça que je faisais rire, parce que c'était très difficile pour moi d'être en colère ou de me pleurer. Et comme j'y arrivais pas, je faisais un pas de décalage qui faisait que ça devenait drôle. Le drame et la comédie, c'est très proche. Et du coup, avec le travail que j'ai développé, j'ai essayé de ressentir avec la psy plus mes émotions, apprendre à les écouter, les connaître, les nommer, les exprimer, ressentir les émotions des autres. Et du coup, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça donnerait après tout ce travail-là, 15 ans après, sur un plateau? Ça m'intrigue. Voilà. Et me dire que j'ai fait le métier où j'étais le plus loin émotionnellement pour y arriver, il y a une quête psychologique qui est folle. T'as toujours voulu faire ça? C'est un rêve de gosse, tu vois, mais c'est totalement insouciant. Je pense que je comprends mes parents qui avaient un peu qui comprenaient pas le projet. Parce que je pense que quand t'as 20 ans, tu dis, mais moi je peux je peux arriver à tout, moi je vais tout défoncer. Et après, en fait, il y avait un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré, et c'est génial. Je m'épanouis à fond, de fait du métier que je fais, mais aussi de ce que j'apprends sur moi. Et t'as fait quelles études? Alors, j'ai fait 1 an de BTS et 2 ans d'école de commerce pour faire plaisir à mes parents. Et je me suis fait virer de cette école de commerce. Et à 20 ans, je me dis, allez, je me casse à Paris, je fais ce métier d'acteur et d'humoriste. J'avais 20 piges. Et je débarque ici en pensant que j'allais tout défoncer. J'ai pris mes premiers petits échecs dans la gueule qui font mal. Mais je suis remonté à cheval, tu vois. J'ai pas abandonné, je suis pas retourné à Lyon. Mes parents me laissaient 1 ou 2 ans, 3 ans à Paris. J'ai fait 2 ans de formation de comédien. Et à la 3e année où je me dis, c'est la dernière, Jérôme, je pense qu'après tes parents, ils vont arrêter de financer. Je me dis, qu'est-ce que je rêverais de faire? Et j'ai commencé à écrire des sketchs et à me former à l'improvisation. Et en écrivant des sketchs, c'est beaucoup plus facile de venir les tester en public. Okay. Donc là, j'ai pu montrer à mes parents. J'ai joué dans un petit café-théâtre à Lyon devant tous mes parents, ma famille, mes potes, les potes de mes parents. Enfin, il y avait tout. On était 5 et 6 artistes à passer. Je pense que 80% de la salle, c'était des gens qui me connaissaient. Mais ils étaient tous très bons publics. Donc ça a appris pour tout le monde. Et là, j'ai pu montrer ce que je faisais. Alors que dans les cours de théâtre, quand tu démarres les formations d'acteurs, tu vas faire des courts-métrages d'étudiants d'école de cinéma. Oui. Et si tu montres ça à tes parents, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen pour qu'ils te ramènent chez toi. Wow. Tout est bancal. Bah oui, j'ai fait 3 ans de bachelor audiovisuel, j'en ai fait les courts-métrages bancals. Mais après, on apprend notre métier, et pour l'apprendre, il faut le faire. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que la scène, l'avantage, c'est que tu as un retour
tout de suite du public. Et là, ils se sont dit, bon, on va peut-être le laisser à Paris. Et puis après, très vite, j'ai décroché le rôle dans le film Clo-Clo. Et ça a amené une forme un peu de crédibilité où mes parents se sont dit, tiens, il fait peut-être pas que boire de l'alcool et se droguer à Paris. Il doit travailler. Et voilà. Et depuis, je suis pas redescendu encore. Descendu de... je suis pas redescendu de Paris à Lyon. Je suis pas retourné, tu vois, dans ma ville. C'est que je continue à faire ce métier et je suis très content. Tant mieux. Voilà, on va faire un peu plus léger. T'inquiète. Quel est ton humoriste préféré? Je sais pas si j'ai un humoriste préféré. Par contre, il y a des gens qui m'inspirent beaucoup et qui me montrent que c'est possible. Tu vois, genre un Panayotis Pasco, tu vois la sensibilité qu'il a sur scène. Je me dis, waouh, ça c'est canon. C'est-à-dire que tu sens que ce qu'il raconte, ça vibre. Il y a une sensibilité vraiment folle. Tu vois, c'est hyper inspirant. Un Roman Frécinet, il y a... tu sens en lui une écriture, une singularité où tu dis, c'est possible. Il assume ce qu'il est. Et tu te dis, waouh, vas-y, go. Dans la construction d'un spectacle d'un Kian Kojandi, tu vois, avec beaucoup de... Tout est très intelligent dans l'écriture, dans la construction pour avoir à la fin tout le puzzle qui se remet en place. Quoi. Je suis assez fasciné de ça. Il y a des nanas comme Marine Leonardi, tu vois. On s'est croisés là dans les loges du Point Virgule. Elle faisait ses vidéos. Je crois que c'est un peu elle. On s'était revus. Elle m'a dit, mais tu devrais faire des vidéos. Pourquoi tu fais pas de vidéos? Et indirectement, je pense qu'elle m'a donné envie. Et quand je voyais ses vidéos, je me dis, ouais, ça a l'air cool. Ça, tu vois, ça te donne envie d'y aller. Tu vois, c'est des gens qui t'inspirent pour y aller. J'ai vu le spectacle de Blandine Lehoux, tu vois, et tu dis, mais en fait, plus t'assumes ta singularité, ta personnalité, mais plus les gens après ils adhèrent. Et qu'ils adhèrent ou qu'ils adhèrent pas, toi t'as fait ta proposition. Après c'est plus ton ressort. Moi je sais qu'au début je voulais tellement plaire, je voulais que les gens m'aiment, on monte pas sur scène par hasard, tu vois. Et quand tu te libères un peu de ça et que tu viens juste raconter ton histoire, elle prend ou elle prend pas pour les gens, mais voilà, tu viens sincèrement sur scène. Et tu vois, toutes ces personnes-là, elles m'inspirent de me dire de continuer dans ma voie, de creuser ma singularité, ma personnalité. Et c'est chouette. Et d'autres personnes inspirantes aussi qui t'ont donné envie de... Après, dans les acteurs, c'est Robin Williams, tu vois, ça, c'est... Mais là, il y a quand je sais plus à qui j'en parlais, tous les rôles de Robin Williams sont des rôles avec un lien de transmission, de parentalité. C'est quand même ouf. De Hook, Will Hunting, Madame Doubtfire, Le Cercle des Poètes Disparus. Il y a, dans tous ces rôles, un lien du parent à l'enfant. Enfin, il y a un truc de transmission, mais c'est dingue. Et ce gars-là, peut-être, je me suis projeté en lui comme le père que j'aurais aimé avoir. Tu vois, en tout cas, j'ai vu Madame Doubtfire, ça m'a buté. Et tu vois, maintenant, avec la maturité, je suis allé voir Le Cercle des Poètes Disparus au théâtre à Paris. Je le conseille à tout le monde, c'est formidable. J'avais vu le film, bien sûr, mais au théâtre, je trouve que tu prends une claque aussi parce que je sais pas ce qu'ils ont réussi à faire, mais enfin, tu vois, tu sens tout de suite les enjeux de tous les personnages et notamment aussi du père d'un des enfants qui l'empêche de faire du théâtre. Et tu vois, ça a fait vachement écho à ce qu'aurait pu faire mon père. Et Keating, donc le personnage de Robin Williams, qui juste il ouvre une porte, allez explorer ça, tu vois. Et l'éducation étaient des rails où ça faisait peur aux parents d'aller explorer d'autres choses parce qu'ils voulaient faire ce qu'eux ils savent. Exactement. Enfin, ce qu'ils savent faire notamment. Et tu vois, c'est marrant comme ça peut résonner aujourd'hui. Et Keating, avec tu vois, sa littérature, il ouvre une porte à des jeunes pour aller explorer d'autres choses. Et à la fin, quand vous connaissez le film, l'ado il se suicide, tu te dis, mais on a envie de savoir, c'est la faute de qui? Tout le monde va dire, mais c'est la faute du père, il est trop carré. Mais en même temps, tu pourrais dire, mais c'est la faute de Keating, l'autre, il les a emmenés développer leur imagination, là, les a sortis du cadre. Et c'est trop intéressant parce que ça questionne sur la place, sur l'envie de s'écouter soi, où on écoute les autres. Et voilà, cet acteur-là m'a beaucoup inspiré. Et je voulais acheter sa biographie, c'est un truc de ouf. Elle n'est plus, je pense que l'éditeur a arrêté de l'éditer. Du coup, elle est en vente en d'occasion à 90 balles. Il n'y en a pas une en dessous de 60 balles, je crois. Je me dis, bon, je vais attendre un petit peu, mais parce que je pense qu'elle n'est pas rééditée. Voilà. Si quelqu'un, petite annonce, si quelqu'un a une biographie de Robin Williams, la biographie, je suis preneur. L'annonce est passée? Ouais. Merci. M'envoyer un petit message sur Insta. Ton film préféré? Ouais, c'est du coup, peut-être les films de Robin Williams. Ouais. Écoute, il y en a un qui m'avait énormément marqué à une époque. C'était Call Me By Your Name.
parce qu'à la fin, je sais que Timothée Chalamet a un peu moins la cote en ce moment, mais il y a une scène entre le père et le fils sur le canapé qui est Ouais. magistrale, Ouais, où ouais. le fils vient d'avoir son premier chagrin d'amour, Ouais. et le père lui dit cette phrase, alors je le retiens comme ça, mais tous les pères te diraient mais non, mais c'est pas grave, allez, faut aller de l'avant. Et son père lui dit c'est génial ce que tu es en train de vivre, et profite de ça parce que ça te permettra de, entre guillemets, de comprendre plein de choses après, tu vois. Oui. Et j'ai trouvé cette scène, je me suis mis à chialer comme un enfant, parce que voilà, toujours pareil, moi, la transmission, le lien du père à l'enfant m'intrigue beaucoup. Ça a été un des films qui m'a vachement marqué. Après, c'est difficile d'avoir un film préf. J'ai jamais trop revu 2-3 films, enfin plusieurs fois. Ah bon? T'as Ouais. pas genre un film que tu regardes juste pour te sentir bien? Et ben non, à mon avis, Madame Doubtfire, qui est possiblement ma ref. Et ouais, mais c'est pas un film. J'ai eu la chance, j'ai dans mon ordi l'acteur studio de Robin Williams. En gros, l'acteur studio faisait une masterclass avec des acteurs, plein d'acteurs, et c'était souvent diffusé sur Paris Première. Et une de mes anciennes coachs de théâtre avait toutes ces cassettes-là, et on les a numérisées. Et donc, j'ai tous les acteurs studio de Robin Williams, Al Pacino, Whoopi Goldberg, enfin bref, c'est passionnant. Et celle de Robin Williams, c'est une masterclass d'improvisateur, de génie créatif, tout ça. Mais donc parfois je me le regarde pour me dire ok, c'est possible, ça met un peu de pression, tu te dis ouais, le gars est un génie. À un moment donné, il prend un foulard d'une étudiante qui était là, et en 4 minutes il te fait 6 personnages, en positionnant le foulard d'une autre manière. Il te le met en on, il te le met autour, pizzaiolo, et il finit, tu sais, les foulards ils ont parfois des franges là, et il finit avec le rouleau, tu sais, qui nettoie les bagnoles. C'est du génie. C'est du génie. Non, donc voilà, film préf. Non, c'est difficile de sortir un film préf, mais il y a des films qui m'ont marqué. Et encore une fois, je trouve qu'aussi, il y a des films qui te marquent parce que t'es à un moment donné dans ta vie où il y a des choses qui te font vachement écho. Et celui-là en faisait partie. Mais tu vois, là, tout de suite, je sais pas pourquoi je pense à celui-là, Illusion perdue de Xavier Giannoli. Bon, ouais, celui-là aussi, il m'a bluffé. Premier film que j'ai vu au cinéma, Les Visiteurs. Je crois que j'ai fait autant rire la salle par mon rire. J'avais donc 5 ans ou 6 ans, mais je riais tellement, mais tellement. Tout était pipi, caca, noir, mais tout ce qu'un enfant, mais je pleurais de rire. Je me rappelle, j'étais au sol. Voilà, en fait, voilà, il y a des films qui m'ont marqué, mais te dire un préféré, une Madeleine de Proust, voilà, ça dépend des périodes et des moments. Ta série préférée? C'est pareil, ça dépend. Ouais, j'en aurais du tellement. Moment alors, peut-être plus du moment. Il y en a tellement qui m'ont bercé. Est-ce qu'il y en a une qui m'a... c'est tellement dur parce que là, je vais pas... Tout ce qui me vient en tête, Game of Thrones, Suits, 24 heures chrono, à l'époque, tu vois, c'est pour te dire. Il y a eu le Bureau des légendes, il y a eu une préf, 10% aussi, c'était fou. C'est génial. Tu vois, c'est hyper dur d'en sortir une parce que j'ai l'impression que dans chaque, tu prends quelque chose qui te parle, quoi. Et il y en avait une aussi qui était dingue là, mais j'ai oublié le titre. C'était ceux qui avaient fait, c'était sur Canal, ceux qui avaient fait Baron Noir. Ils ont fait la suite, tu sais, avec ce joueur de foot qui met un pain à son entraîneur, avec Anna Girardot, qui joue cette influenceuse un peu d'extrême droite là, et cette actrice Nina Meurice qui est folle. Tu vois, cette série, elle est incroyable. Enfin voilà, tu vois, une en particulier, je peux pas te dire c'est ma série. Toutes elles ont des trucs qui me... Voilà. Qui te parlent. Ouais. Ma chanson préférée, c'est Non, j'en ai pas. C'est clair. What? C'est vrai que c'est la prochaine. Chanson, chanteur, tout ça, on peut tous les faire, hein, mais... Non. Ça change tout le temps. Donc tu détestes alors? On va directement passer à celle que tu détestes. Ah non, je déteste pas. Enfin, j'écoute pas quand j'aime pas. C'est pas un genre musical que t'aimes pas? Peut-être l'électro, quand je vois mes potes en festival électro, je ne comprends pas le projet. Ouais. Et après, tu comprends que c'est pas de l'eau qu'ils boivent. Et là, tu dis, ah bah ouais, ok. Là, je comprends le projet alors. Est-ce que t'as une musique que t'écoutes quand t'écris? Non, pas quand j'écris. J'ai une musique que j'écoute quand je veux me reposer pour m'apaiser. Ludovico Einaudi, que tu dois bien connaître, peut-être chez TS. C'est pas du jazz, mais... Oui, non, mais si, je vois qui c'est. Mais ça je vois ce qu'il fait aussi.
Ça m'apaise à fond. Je travaille pas trop en musique. Quand j'écris, j'ai besoin de pas avoir de musique. T'as besoin du silence? Ouais, complètement. Et après, on écoute dans la voiture plein de. Alors là, avec mon fils. Là, en ce moment, c'est Ray, tu sais. Ouais. Where's my husband? Alors, ouais, incroyable. Ça, il kiffe à fond. La BO de Zootopie 2, voilà, qu'on allait voir. C'est cohérent. C'est cohérent. Ouais, on a Grégory Le Marchal écrit l'histoire parce qu'il regardait beaucoup la Starac et il y avait cette chanson et ça, je pense qu'émotionnellement, il s'était passé un truc, donc ça a dû le marquer. Donc on l'écoute, ouais. Et voilà, non, il y a plein de trucs. Easy Buzu, tu vois, White Tiger, très sympa aussi. Non, ça me dit rien. Et puis après, j'ai découvert il y a pas longtemps Julien Granel, grand fan de cette musique colorée, joyeuse, festive. Est-ce que t'écoutes des podcasts? Ouais, beaucoup. En venant, j'ai écouté Les Lueurs, que j'adore. Jonathan Langlois, qui est venu me découvrir en spectacle. J'espère un jour avoir l'occasion d'aller dans son podcast. Ce serait une grande fierté parce que son podcast et les invités qu'il a, c'est formidable. Ce qu'il fait, là, j'ai écouté celui avec Maud Ankawa. Mais il y en a plein. J'ai écouté celui avec Vincent Lagaffe. On pourrait se dire, l'histoire de ce gars, elle est folle. Il y avait Frédéric Lopez aussi, incroyable. Il te raconte un peu le monde du journalisme et ce que lui avait envie de faire, tu vois, de se démarquer, et à quel point quand t'es authentique, tu te démarques, mais au final, tu rentres plus dans les cases de la télé. C'est ça qui est fou. Les Lueurs, passionnant. Les Adultes de demain, hyper belle rencontre avec Stéphanie Descleb, que je conseille à tout le monde d'écouter et de regarder aussi sur Insta. Ouais. Elles vont faire beaucoup de choses avec une nana qui s'appelle Aurélie sur la place de l'enfance. C'est une assoce. Pour remettre en fait l'enfant un peu au centre du projet, parce que là on dit il y a une perte de natalité, mais en fait il y a rien qui est fait pour accueillir les enfants. Clair. Et elles le mettent en avant, et c'est elle qui avait Stéphanie sorti un peu le truc du No Kids à la SNCF, parce que voilà, il faut arrêter de mettre les enfants d'un côté, les adultes de l'autre. C'est comment on peut vivre ensemble. Et son podcast Les Adultes de demain est génial pour ça. Et ce qu'elles vont faire avec Aurélie aussi va être super. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme podcast que j'aime bien? J'écoute parfois, ça c'est mes potes entrepreneurs qui l'écoutent, mais il a des invités qui sont assez marrants. C'est Mathieu Stéphanie, Do It Yourself. Ça me dit quelque chose, oui. Ouais, alors lui, il reçoit pas mal d'entrepreneurs. Alors ça parle pas mal business, CAC 40, investissement, KPI et tout ça. Mais il y a des gens, il avait reçu quelques sportifs. Je suis pas sûr qu'il ait reçu des artistes. Si, je crois qu'il a reçu quelques artistes. Mais c'est assez intéressant parfois il avait reçu Macron, c'est peut-être là où tout le monde l'a un peu connu, quand il avait dissous l'Assemblée un peu. Ah oui. Et il était venu parler là-dedans. Au quotidien, c'était bien foutu de leur gueule parce que c'était un peu too much. Mais voilà. C'est un truc un peu à part, et mes potes ils adorent écouter ça parce que ça parle que business, entrepreneur, prendre des risques, tout ça. Ouais, ça me permet d'avoir des sujets de discussion aussi avec eux, plus que psy, parce que on est assez limité niveau psy après. Du coup, tu regardes la télé? Alors franchement, plus du tout. Non. Ah ouais, la télé là, je sais même pas ce qu'il y a comme programme et tout, non. Tu regardes quotidien? Je le regarde en fait principalement sur YouTube. Ah ok. Sur les extraits, parce qu'en fait je suis jamais le soir chez moi à 19h30, soit j'ai mon fils, soit je suis sur scène, donc c'est difficile de regarder, mais j'aime bien de temps en temps. Je regarde en fait la plupart c'est sur en fait c'est sur Insta ou sur YouTube, mais pas à la télé quoi. La télé n'est plus dans la télé pour moi. Donc t'as plus de télé ou juste tu la regardes plus? J'ai une télé, j'aime bien regarder le sport. Ouais. Tu vois, il y avait un match du PSG, ce soir il y a un match de Lyon, j'aime bien regarder le foot, le tennis aussi beaucoup. Et puis quand il y a des gros événements, style, tu vois, là il y avait les JO, les JO d'hiver. Mon fils et son copain voulaient absolument regarder les JO d'hiver, donc on s'est mis à regarder du bobsleigh, c'était comme des oufs. C'était quoi, du saut, c'était un truc de boss avec des figures, je sais plus comment ça s'appelle, du freestyle, ils sont éclatés. Et voilà, et je trouve que les compétitions sportives, pour ça, là j'ai hâte qu'il y ait la Coupe du Monde, où mon fils est un peu plus grand, tu vois, qu'il ressente un peu cette ferveur si tant est que la France va un peu loin dans la compétition. J'aimerais beaucoup partager ça avec ses copains aussi, parce que je trouve le sport a vraiment des outils fédérateurs, et ça transmet des émotions incroyables. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote qui t'est arrivée sur scène un peu drôle? Un spectateur qui réagit trop... Parce que je me souviens quand je suis venue te voir en spectacle, j'étais tout au fond là-haut. Ouais.
Et en haut, il y avait une dame qui était très, disons elle était très passionnée. Ouais. Elle répondait à tout ce que tu disais. C'est vrai? Oui. Et je l'entendais pas par contre. Si, Ah si? dis, des fois tu Ah répondais ouais. un peu et au bout d'un moment, tu fait: «Bon, en fait, c'est plus possible». Non, bah après, Vous êtes ouais. assez marrant en vrai, mais ça se voyait qu'elle avait soit envie de te parler, soit vraiment qu'elle en avait gros sur Sur la la patate? patate et que vraiment c'était sa soirée. Donc je sais pas, est-ce que tu as ce genre de personnes souvent ou Non, alors l'anecdote en fait qui me revient là, parce qu'après, des gens qui, moi je tchatche avec les gens, donc tu vois, c'est courant, mais non, l'anecdote qui me revient, et c'était ici au Point Vélo, c'est pour ça que ça m'a marqué. Moi, c'était il y a longtemps, et je me demande si c'était pas avant le Covid. J'ai eu une demande en mariage. J'ai un gars qui m'a contacté sur Insta qui m'a dit écoute, je devais demander ma femme en mariage dans un hélico à Paris, mais là il y a trop de vent, donc mon vol en hélico s'est annulé. On est donc changement de fusil d'épaule. Je viens au théâtre. Est-ce que je peux faire ça sur scène? Et je dis bah ouais, ok, pas de problème. Bah écoute, on va faire à la fin. À la fin, je vais lui dire, je vais la faire monter sur scène. Je vais dire que je suis un peu mentaliste. Je vais lui bander les yeux et puis je vais la faire. Voilà. Et à un moment donné, je lui enlèverai le bandeau et tu lui demandes en mariage sur scène. Ok. Et donc on a fait ça et c'était assez fou. Et je crois qu'elle est montée sur scène. Je dis bon alors, je vais essayer de deviner un truc. Je crois qu'il y a un truc vraiment important qui va arriver. Je sais plus comment on l'a fait. Et elle a enlevé le truc. Il y avait son cum à genoux avec la bague. Et c'était assez fou. Voilà. Ça, tu vois, ça me revient parce que là, j'ai l'impression d'être spectateur d'un truc que j'ai vécu sur scène en tant qu'humoriste. mais elle a dit oui, ça va, on n'est pas Elle a dit oui. Elle a dit oui, exactement. Et alors là, pour parler, alors c'est fait 2 fois en fait. J'ai eu 2 demandes en mariage et la deuxième, mais là c'est moi qui l'ai un peu forcé. Souvent je demande s'il y a des gens qui sont mariés en couple et tout ça. Mmh. Et puis parfois les couples ça fait 7-8 ans, je dis ah bah mariage prévu ou pas, et souvent la nana dit bah j'attends qu'il me demande. Et là je fais souvent cette vanne, je dis bah écoute, on a une surprise pour toi ce soir. Et là je tends mon micro comme ça, pam. Sauf que là le gars se lève. Jamais il se lève normalement. Bah oui. Et là, le gars se lève, vient sur scène Non. et demande sa femme en mariage devant tout le monde. Oh C'était à Lyon, à la Comédie Odéon. C'était assez dingue. C'était assez mémorable. C'est-à-dire Donc que ça t'a voilà. surpris aussi toi-même, donc Bah normalement, les gens rigolent et tout, et puis après j'arrête la vanne. Et là, tu vois, je laisse souvent 3-4 secondes pour vraiment que se mette un petit malaise. Et là, je vois le gars se lever. Je me dis, mais non. Là, le public en folie. Wouah. Et il monte sur scène. Je dis, bah tiens, ouais, je lui donne le micro et il a fait sa demande. Après, est-ce qu'il s'est vraiment marié? Oui, Je sais bon. pas, hein, j'ai pas eu de T'as faire pas part. suivi le Ils m'ont pas envoyé de faire part. Non, c'est dommage. Ouais. C'est un peu grâce à toi quand même. En tout cas, j'ai forcé quelque chose. Je sais pas si c'est bien, mais Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire ton métier? bah ose, tente, rate, échoue, recommence. C'est qu'en faisant. C'était une agent qui m'avait dit ça quand je suis arrivé sur Paris. Elle m'a dit on apprend ce métier en le faisant. Tu peux être plus ou moins doté de talents fous, bien évidemment, mais c'est le travail. Et il faut faire pour apprendre. Et plus tu vas faire, plus tu vas apprendre. Donc aujourd'hui, il y a plein de moyens de faire, de monter sur scène, de faire des vidéos. Il faut faire et il faut oser. Pas avoir peur du regard de l'autre. Et voilà, tenter. Quelle est la personne qui t'a le plus marqué? Le plus marqué Mmh. dans quoi? Qui a laissé vraiment un véritable impact, dans ta vie? Bah, à l'heure actuelle, enfin, je dirais, non, les gens qui m'aident à évoluer, parce que marquer, c'est les gens qui m'aident à évoluer, ma psy, mon prépa mental, qui m'aide à grandir, tu vois. La personne qui me marque, c'est mon fils, parce que il évolue et il est incroyable. Là, il a perdu sa première dent, le petit chat, mais c'était tellement Oh. mignon. Il brossait ses dents et d'un coup, il fait « Oh !» Elle était sur sa langue. Oh. Et je dis, mais c'est dingue. Parce que moi, j'ai des albums dans mon téléphone de lui de 0 à 1 an, 1 an à 2 ans, 2 ans à 3 ans. Et je vois l'évolution, tout ce qu'on fait ensemble, tout ce que. Et lui, il me marque parce que, voilà, ses enfants, ils sont dans le présent, ils s'adaptent hyper bien, ils ont des émotions. Ils vivent, tu vois, ils sont pas lisses, ça joue, c'est joyeux, ça crie, ça pleure. Ça dure pas longtemps parce que les émotions, elles durent le temps qu'elles doivent durer, c'est-à-dire 90 secondes, ça dure jamais plus parce qu'ils ont pas encore le cortex préfrontal pour les faire durer et les entretenir comme nous adultes on le fait, mais c'est pas sain. Et donc, c'est merveilleux à voir, à observer. Et lui me marque parce que la manière dont il évolue et dont il grandit, j'en suis trop fier. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
De continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais. Ouais. Franchement, voilà. Et d'avoir ce bon équilibre entre ma vie pro, ma vie perso, de pouvoir continuer à bien voir mon fils grandir, passer des vrais moments qualitatifs avec lui et voilà, et prendre du plaisir, dans tout ce que j'entreprends. Est-ce que tu as un dernier message à transmettre? C'était notre petit gimmick avec un de mes meilleurs potes, c'est, Keep Dreaming. C'est le nom de ma société de production. Continuez de rêver. Parfait. Merci Jérémy. Merci à toi. Je rappelle que Jérémy Charbonnel est au point virgule avec son spectacle Seul Tout les mardis et mercredis à 20h jusqu'à fin juin et également en tournée dans toute la France, mais aussi en Suisse, en Belgique, en Angleterre et même aux États-Unis. Donc n'hésitez pas à aller checker ça sur son site jérémycharbonnel.com. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @LDLL Podcast. Rendez-vous au prochain épisode.